Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. On va poursuivre cette journée avec les deux derniers panels qui nous restent. Ce matin, on a parlé diagnostic, constat, chiffres, engagement aussi, mais comme souvent dans le féminisme, ou plutôt les féminismes, ce n'est pas le début qui est le plus difficile, c'est de patienter, c'est de discuter, c'est de trouver des solutions, c'est de persévérer et d'être patient. Bon, alors, je ne vais pas faire très long, si vous permettez. Mon confrère Hicham Houdeifa s'impatiente, et ses invités aussi, si vous permettez. Le panel numéro 3, initiative et réussite locale. Place à l'action tout de suite. Ce panel valorise les initiatives de terrain, les expériences concrètes qui montrent qu'un autre modèle est possible. Je vais peut-être laisser mon collègue présenter son tour de table. Mon collègue qui est journaliste d'enquête, engagé dans les questions notamment de genre et de territoire, et ses invités que j'appelle à le rejoindre. Nadia Bouhriz. Madame Nadia Bouhriz, directrice générale adjointe à Casa Transport. Merci d'être avec nous. Madame Sabah Shraibi, présidente de Réseau Femmes. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Shraibi. Madame Samira Misbar, sociologue et économiste. Je viens de l'apercevoir, elle est quelque part. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Shadia Arab, chercheuse au CNRS. Merci de nous rejoindre. Nous aurons aussi un témoignage extrêmement important de Zohra Labou, entrepreneur à Bni Mellal. Hicham Houdeifa, je vous en prie. Bonjour, salam alaikum. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce troisième panel qui est dédié aux expériences et initiatives réussies pour surmonter les barrières à l'autonomisation économique des femmes. Merci Aïcha aussi de m'avoir invité pour modérer ce beau panel avec Nadia Bouhriz, qui est ingénieure de formation, directrice adjointe à Casa Transport, qui a piloté pas mal de grands projets, notamment celui de tramway de Casablanca. Nous avons également avec nous Sabah Shraibi, Nouna, 30 ans à EPSOD, mais aussi présidente du réseau FEM, qui est une fédération constituée de plusieurs associations et qui vise la promotion du statut économique de la femme. Nous avons également avec nous Samira Misbar, sociologue, économiste, et beaucoup de travaux sur l'entrepreneuriat social, sur le travail des femmes, et sur les chiffres aussi, elle nous explique aussi via ses travaux la baisse tendancielle du taux d'activité des femmes et on aura une très belle intervention sur le rapport entre les chiffres et l'invisibilisation des femmes. Et nous avons avec nous Shadia Arab, qui est géographe, chercheuse CNRS, autrice notamment d'un livre phare qui s'appelle Dame de fraise, doigts de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne, récemment traduit en arabe, Nisa al-Faraoula, et donc elle nous parlera aussi de cette expérience entrepreneuriale et cette expérience d'autonomisation des femmes, mais l'envers du décor de cette autonomisation. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Et je commence avec Nadia Bouhriz, qui va nous parler un peu de tout ce travail qui est fait au niveau de Casa Transport pour ces nouveaux modes de transport qui apportent aux femmes, qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'autonomie, de sécurité. Et donc, je vous cède la parole. Merci à vous, merci à Madame Fakhri pour l'invitation. Alors, le transport urbain, on se demanderait quel est le lien entre l'autonomisation des femmes et le transport urbain. En fait, il y a un lien très fort. Je vais vous donner quelques chiffres pour commencer. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais Casablanca
nous avons 8 millions de déplacements par jour. Quand vous allez de chez vous au travail, c'est un déplacement. Quand vous revenez le soir, c'est un autre déplacement, ça fait 2. Donc tout ce beau monde de Casablanca qui se déplace, c'est quand même 8 millions de déplacements chaque jour. Nous avons fait plusieurs études, nous avons fait des enquêtes et nous savons aujourd'hui que 61% de ces déplacements se font à pied. Bon, ça n'a pas l'air comme ça parce qu'à Casablanca, nous avons une congestion automobile, mais c'est vraiment très peu. Très peu de déplacements se font in fine en voiture. Pas beaucoup de déplacements en tramway et surtout beaucoup de déplacements en marche à pied. Alors, des fois, on a des réactions du genre « Ah, c'est bien, c'est écologique », mais oui, mais sauf que quand la marche à pied est contrainte, quand on se déplace pendant au moins une demi-heure, ça n'a rien d'écologique, c'est une contrainte et c'est même un frein au déplacement. Alors, je rajoute à ça que dans ces 60% de déplacements à pied, la plus grande majorité sont des femmes. Donc les femmes se déplacent beaucoup à pied à Casablanca. Pour vous donner un exemple, les villes les métropoles de grande taille où la part de marche à pied est importante, je pourrais citer Kinshasa et Dakar. Donc ce n'est pas forcément un critère de développement, la marche à pied. Ce que l'on sait aussi, c'est que les femmes sont les moins motorisées. Quand dans un foyer, il y a une voiture particulière, eh bien, c'est monsieur qui la prend, c'est pas madame, bien sûr. Et madame, elle doit se débrouiller, soit en marchant, soit dans les transports en commun, et c'est un frein. Ce que l'on sait aussi, c'est que le taux d'immobilité, l'immobilité c'est quoi? C'est des gens qui ne se sont pas déplacés pendant quelques jours. Donc ce taux d'immobilité à Casablanca, il est de 8% chez les hommes et il est de 25% chez les femmes. Ce que l'on sait aussi, c'est que les femmes, c'est vrai qu'elles sont moins actives professionnellement que les hommes, mais elles se déplacent pour faire des courses, elles se déplacent pour amener les enfants à l'école, elles se déplacent pour rendre visite à la famille, pour s'occuper de leurs parents. Donc elles se déplacent et elles ont besoin de se déplacer. Nous avons fait plusieurs enquêtes. Donc comme je viens de le dire, les femmes se déplacent pour travailler, mais pour aussi s'occuper de les enfants et de leurs parents. Je finis sur le diagnostic. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que les femmes sont plus immobiles que les hommes. Les femmes se déplacent beaucoup à pied et les femmes n'utilisent pas beaucoup la voiture particulière. Elles sont 80%, parce qu'on les a questionnées. On voulait savoir ce qu'elles pensent. Elles sont 80% à penser que la médiocrité de l'offre de transport en commun limite leur autonomie. Elles sont 60% à considérer que le manque de transport en commun réduit leur capacité à augmenter leurs revenus. Ça, c'est le diagnostic. Je parlerai plus tard du tramway, de l'exception tramway et de ce que ça a apporté aux femmes. Oui, ok. On revient. Non. On peut faire comme ça, c'est une très très bonne chose. Ça nous ramène à Madame Sabah Chreibi Bennouna, qui, elle, avec son expérience, des dynamiques de création de politique au profit des femmes, toute cette expérience à l'Epsod, elle connaît très bien tout cela. Donc elle vient nous parler du modèle économique équitable, inclusive et durable, à l'aune de toute cette expérience dans le monde associatif. Et merci. Merci Sarah, مساء الخير. أصدقائي صديقاتي لأن كلكم نحن كلنا في عالم الصداقة. أستسمح الأخوات لتطلبوا منا باش نخلو اللهجة الوطنية اللغة العربية أو الدارجة، وأنا تنعرف قلبهم كبير
كنت نعرف الافتتاح ديالهم والتسامح ديالهم وغادي يسمحوا لي غنتكلم بالفرنسيه. Chers amis, je me plie de façon toute gracieuse à la courtoisie de remercier les organisateurs et organisatrices de cette belle rencontre, et particulièrement Madame Sri. Vous avez eu quelques éléments de connaissance de Madame Aïcha Sri, universitaire que j'ai connue à l'ISCAE, mais aussi femme d'entreprise, parce qu'elle a dirigé ce magazine phare, Femmes du Maroc, mais vous ne connaissez peut-être pas l'humaniste que j'ai connu aussi. Quand il y a eu les inondations de la mi-90, 95, 96, cette jeune femme, toute fraîchement arrivée dans la sphère médiatique, qui vient nous dire « je suis là pour couvrir et pour aider », pas seulement pour faire les annonces, mais aussi pour aider. Ce souvenir me revient à chaque fois que je la vois, parce que sans cette fibre humaniste, elle ne serait pas aujourd'hui l'initiatrice de cette belle sphère de rencontre et de partage. Je ne suis pas dans la congratulation par simplement usage de courtoisie. Je suis là aussi par reconnaissance de la mémoire. Je peux vous dire que si on peut faire un survol de vie, on peut dire que des moments où nous sommes heureux, on peut en témoigner de ces moments-là. Je suis de ceux et celles qui disent « j'ai vécu un moment fabuleux parce que j'ai connu Amin El-Mourini, parce que j'ai connu Rabi Al-Nasiri, parce que j'ai connu Leïla, parce que je les ai connues toutes, parce que j'ai connu aussi notre femme avant aussi, Zineb Benjeloun. Je peux vous dire, pour cette jeunesse qui est là aujourd'hui, que le rapport à la mémoire est extrêmement important. Excusez-moi, mesdames, parce que je suis en train d'écrire sur vos profils pour vous dire que le féminisme marocain, il a tracé des voies pour ce pays. Mais il ne s'agit pas que des femmes. Il s'agit aussi d'hommes importants. Et je me plie aussi courtoisement, généreusement et gracieusement que possible pour dire merci à Driss, les amis, d'avoir donné les voix aux femmes pour pratiquer le sentier de la voie démocratique. Alors, nous, dans ce moment où on doit parler de l'intergénérationnel, ce n'est pas des moments où on doit rester que sur des souvenirs. Je peux vous dire qu'on a beaucoup parlé, excusez-moi, vous m'avez promis de me laisser les 12 minutes. C'est ça. Et après, les congratulations ne sont pas là-dedans, elles viennent du cœur, donc laissez-moi. Elles ne comptent pas en temps, elles ne comptent pas en temps. Et parce que quand on a fait 40 ans de vie active dans ce que nous sommes aujourd'hui, il est difficile de les tracer en quelques minutes. Mais je peux aller rapidement pour dire. Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Temporalité? Eh oui. Le temps social, au Maroc comme ailleurs, d'ailleurs dans les pays du Maghreb, n'a jamais correspondu au politique. C'est là le problème. C'est le déphasage entre le temps politique et le temps social. Vous analysez par exemple la politique législative au Maroc, mais c'est l'une des plus longues. Allez dans les discussions, dans les commissions au Parlement. Encore faut-il savoir qui c'est qui traite très bien quand même de la loi de finances quand on parle de genréisation du budget ou du budget genre. Ce sont beaucoup de questions dont on pourra parler, mais ça sera peut-être dans un autre moment.
parler aussi de ce temps par rapport justement aux politiques publiques d'une façon générale. Ça me rappelle ce que Bourguiba, Feu Bourguiba, qui était le leader de l'indépendance tunisienne, il disait ce sont les lois qui changent les rapports entre les personnes. Et donc, les mentalités ne pourront changer que parce qu'il y a des lois. Et là, je le dis à cette dame de Fès qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, madame. Parce qu'on ne peut pas continuer à analyser le temps par rapport à quelques moments de spontanéité ou tout simplement d'absence d'opportunité. Nous avons des opportunités à prendre et des priorités à prendre quand on parle de loi. Et Bourguiba le disait en s'amusant, il disait, c'était la période du temps où tous les responsables maghrébins parlaient plan triennal, plan quadriennal, quinquennal, les plans. Et lui, il a dit, Michel Jaubert, l'a interviewé, il lui dit, mais monsieur Bourguiba, monsieur le président, vous avez dit que vous êtes sur un plan mais ambitieux sur 5 ans. Il a dit oui. Et vous allez le réaliser? Oui, je vais le réaliser, même si je dois mettre 30 ans. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait cette volonté de changer. Ils ont été les premiers à avoir changé un petit peu le code de la famille ou les règles de statut personnel au niveau du Maghreb. Ils sont restés là aussi, malheureusement. C'est pour dire que les politiques peuvent changer ou alors stagner. Alors, pour ne pas rester sur ce rapport justement de ce matin, ce panel de la stagnation et de la répression, pourquoi? Alors, la question qui revenait, on a beaucoup de choses. On a parlé d'un diagnostic pas connu, mais ce qui est là, mais qui n'est pas souvent connu. Alors, je n'ai jamais entendu autant de choses qui sonnaient mal dans mon oreille. Excusez-moi, je n'ai jamais eu la langue dans la poche que ça. Qu'on me dise aujourd'hui, mais ce sont effectivement les mêmes récriminations, les mêmes revendications. On les connaît depuis plus d'un quart de siècle, 25 ans, non, même plus, 30 ans. J'ai remercié tout à l'heure nos amis de la DFM, la Rabia ou l'Amina. Et je vais vous dire, c'est grâce à ces dames, grâce à la DFM, que nous avons eu cette idée avec Thomas Ben Ablinbi, que je salue, que j'ai eu le bonheur de côtoyer avec toutes nos amies, Fthia, Aïcha, toutes sont là. Je peux vous dire que ça, à ce moment-là, on s'est rendu compte que les droits ne pouvaient pas être complétés ne pouvaient pas être complets sans être complétés par les droits économiques et sociaux. Donc, mesdames, nous vous devons ça. Quand on fait des SPOD une référence, il y avait vous et il y avait cette grande dame qui nous a quittés, Madame El Mernissi Fatima, et qui nous a dit allez vers l'entreprise, allez vers l'inclusion sociale, allez vers l'inclusion économique. Eh bien, écoutez, je vais être rapide maintenant, beaucoup plus rapide, parce que... Il reste 3 minutes. Hein. Combien? 3. Non. Ça, c'est votre montre qui le dit. La mienne, elle me dit autre chose. Qu'est-ce qui manque? Oui, les diagnostics sont là. Mais malheureusement, on a oublié une chose. Il y a 3 leviers très importants. On parle de territoire. Nous avons, je vais vous parler de Réseau Malafin. Réseau FEM, ça va être 5 minutes. Non, je vais être rapide quand même. On a parlé des territoires. On a parlé de la gendarisation du budget. J'étais dans une commune par curiosité. Je suis plutôt politologue que politicienne. Et j'ai vu avec mon ami Larbi Jaïdi, je ne sais pas s'il est là, il devait être là, il arrive, pour parler de la gendarisation au niveau des collectivités locales des budgets. Sur 39 conseillers que nous étions dans cette commune, la plus grande du Maroc, il n'y avait qu'une seule personne, Abdatou Rabbiha, et elle était à la gendarisation, il ne comprenait rien. Il ne voulait pas entendre. Pour comprendre, il fallait au moins entendre. Alors, si vous mettez ça, gendarisation et territorialisation,
il y a un énorme travail à faire sur le plan économique. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que l'image du Maroc, si on continue à présenter uniquement l'économie des grands chantiers, on n'y arrivera pas parce qu'il y a un besoin urgent à comprendre que la petite entreprise est le lot le plus important de notre économie. Et que cette économie, elle est faite par qui? Par les artisans, par les agriculteurs. Et ce sont là qui vont donc pouvoir donner au Maroc une image moins écorchée, moins, disons, trahie de cette volonté du Maroc d'être donc ce pays émergent. J'ai fait tout à l'heure une petite mention à mon ami Idriss, dont j'espère l'amitié, donc à Idriss Yazemi. Il y a eu donc, par exemple, le Salon du Livre. Vous savez combien de femmes s'activent, auraient pu s'activer dans la reliure d'art. C'est un art qui est en train de se perdre. C'est une activité qui est en train de se perdre. Et dans ce salon, ce genre d'activité connexe qui pourrait donner des idées peut être réinventé. Donc la territorialisation, c'est connaître mon ami Hanan, tout à l'heure de l'Hossima, elle me dit ils veulent faire de nous, à l'Hossima, une région touristique. Moi, j'ai fait mon travail sur la régionalisation, donc un doctorat d'État, et croyez-moi, 9 ans à tourner à travers le royaume. Non, on ne peut pas sans autoroute, sans TGV maintenant. C'est vrai que maintenant, Marrakech et Tanger prennent le pas. Mais les autres régions deviennent justement dans cette tentative de qu'on les écoute, qu'on les comprenne. La deuxième question qui est importante dans l'inclusion, c'est, donc, j'ai dit territorialisation, mutualisation. Qui mutualise? Tout à l'heure, on parlait de mécanismes de coordination. Vous savez qu'avant le rapport de développement, donc de nouveau modèle de développement, il y avait le rapport de développement humain. Madame Rabia Nassiri y a contribué aussi. Ce rapport de plus de 4000 pages où il y avait tout. Alors, qu'est-ce qui fait que l'écoute n'est pas là, que la lecture soit absente et que tout simplement, on s'éloigne des belles possibilités de chantier d'avenir? Or, on le disait, les clés de l'avenir sont la raison du présent. Et si on déraisonne par rapport au présent, on ne sera jamais dans les clés de l'avenir. Alors, il faut connaître les bonnes serrures et ne pas se tromper de serrure. Il faut cibler une belle serrure qui est celle féminine, parce que sinon, on va droit dans tous les murs possibles. Troisième point, la mutualisation est importante, vous l'avez dit tout à l'heure, mais malheureusement, par quels moyens? Je peux vous donner quelques exemples que j'ai vécu comme conseillère municipale. Malheureusement. Alors j'arrête là. Je ne veux pas d'exemplaires. Mais je dirais tout simplement la dernière question, en parlant de l'Internet et tout ça, parce qu'il y a énormément de voix. Il y a la voix aussi des nouveaux métiers de l'environnement qui peuvent ouvrir des voies aux amis de l'Hossima et ailleurs des régions. Et la dernière, nous avons oublié de dire que la mutualisation, c'est aussi le rapport avec nos amis, les organisations internationales. Si on dit aujourd'hui, l'Europe a besoin de l'Afrique, il ne faut pas qu'on perde non plus nous le Nord. On ne perdra pas notre Nord parce qu'on a besoin. Ils nous ont beaucoup aidés, et je parle sous le contrôle de Amina et de Rabia et de Leïla et de Zine Benjeloun, dans les organisations internationales qui nous ont permis d'être aujourd'hui, non pas dans ce qu'on appelait les femmes à Libye, au pouvoir et ailleurs, mais aussi dans les constructions de véritables chantiers de réflexion. Alors aujourd'hui, si Réseau Femmes existe, Réseau Femmes est le premier grand réseau d'associations qui est né il y a 2 ans, associant d'une cinquantaine d'associations féminines régionales. Et nous avons fait déjà 6 caravanes à travers les régions. Nous sommes en train d'accomplir le reste pour faire des assises féminines de l'autonomisation économique. Et c'est projeté pour 2006 et j'espère que nous allons rejoindre. Beaucoup. Et permettez-moi de signifier, c'est ma conclusion, que c'est grâce aussi à cette correspondance nationale, internationale, coopération,
que nous avons eu grâce à la PFE, à la coopération belge, cette possibilité d'intégrer le chemin d'une alliance stratégique pour une dignité de la femme. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Merci je beaucoup. ne suis pas Il y aura des questions après. sur le temps de la dictature, mais croyez-moi, vous êtes dictateur. Merci beaucoup. On a parlé de mutualisation, de l'importance des petites entreprises, de l'importance des artisans, des agriculteurs. Merci beaucoup, Madame Straibi. Madame Misbah, vous maniez les chiffres et vous savez tellement que des chiffres peuvent montrer des choses, en cacher d'autres. Et vous allez nous parler de l'invisibilisation des femmes par les chiffres, en nous citant quelques exemples. Merci beaucoup, Madame Misbah. Merci beaucoup pour l'invitation, d'être parmi toutes ces belles personnes. Je suis vraiment heureuse. Avant que j'oublie, j'ai deux choses à vous dire, parce que en écoutant ce matin, on oublie souvent de réfléchir à nos questions de manière distanciée. Donc il y a deux points qu'on ne doit pas oublier. La première, c'est qu'on a face à nous une nouvelle génération qui ne s'inscrit pas du tout dans notre manière de faire et dans notre manière de considérer les choses. Anna, j'ai une fille de 15 ans, elle me dit systématiquement tout le temps, Anna, je n'accepterai jamais ce que vous avez accepté. Point à la ligne. Voilà. Donc, on n'oublie pas que dans les années, depuis 1980, on a Internet et que le fait d'avoir Internet, on a évidemment accès au reste du monde, on a des relations différenciées, un autre type de relations sociales, on a accès à énormément d'informations, donc on se défend autrement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, à ne pas oublier dans nos réflexions. Hein. Surtout s'il y a des recommandations et des idées d'action à mettre en place par la suite. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que notre population aujourd'hui, c'est largement ouverte au reste du monde. Et donc, on n'a plus uniquement des gens qui parlent d'Arija. On n'a plus, presque personne. Moi, depuis 20 ans que j'habite ici, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle arabe classique. On a au contraire des gens comme moi qui ont grandi en France et qui sont venus s'installer ici. On a des gens comme moi qui sont d'origine amazigh, donc qui ne connaissent que Tmazirt, et qui sont venus ici pour participer au développement de leur pays. Et de plus en plus, on a des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, des États-Unis. Donc, on doit se mettre en tête que le plus important, c'est qu'on partage nos idées ensemble et que la crispation identitaire, en fait, elle doit se déplacer dans d'autres dimensions, hein, tout simplement. Donc ça, c'est les deux choses que je voulais vous dire, parce qu'elles me tiennent très à cœur et je pense que ce sont des choses qu'on ne considère pas suffisamment, parce que les espaces d'échange, en fait, souvent, enfin, moi je parle de mon point de vue, de là d'où je viens, on se sent souvent exclu, parce que systématiquement, on nous ramène à une identité d'un Marocain, d'une Marocaine qui doit être d'une certaine manière. Donc ça me ramène à ma question des données. Alors, ça, c'est une préoccupation que j'ai depuis un certain moment. Alors, je suis socio-économiste. J'ai travaillé au commissariat au plan. Maintenant, je travaille à l'Instance nationale d'évaluation au Conseil supérieur de l'enseignement. Souvent, on est très satisfait d'avoir des statistiques désagrégées, garçons, filles, hommes, femmes, et on considère qu'on a fait le travail. Voilà. Donc, avec ces données-là, on se dit, ça nous donne une image de notre société, donc on va pouvoir trouver des solutions. Sauf que ce n'est absolument pas vrai. Que je sache, la catégorie de femmes au foyer n'existe pas pour les hommes au foyer. Donc, il y a une certaine assignation dans les définitions qui sont données qui font que systématiquement, on sort de l'information qui peut-être nous donne une certaine image de notre société, mais qui, en tout état de cause, ne nous donne pas la possibilité de mettre en place des politiques publiques en capacité de changer notre société. Donc là, les choses sont tout à fait claires. Donc, bon, on a beaucoup d'enquêtes qui ont été mises en place, surtout lorsque Sil Halimi était là, parce qu'il vient précisément des sciences humaines et sociales. Et là, c'est un des points que je veux souligner. La production de données statistiques, ce n'est pas juste une question de mathématiques. Quand on produit une information, une donnée, on part d'un point de départ qui n'est pas des formules mathématiques, qui n'est pas de la mathématique pure. Ça part d'hypothèses, ça part d'idéologie, ça part de manière de voir la vie, de manière de voir la société. Et évidemment, ça a une implication directe sur la production de ces chiffres-là. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, le sujet de la mobilité des femmes
en ville ou à l'extérieur des villes, révèlent que les transports en commun sont un moyen évident d'émancipation des femmes. Sauf que dans les transports en commun, les femmes vivent dans le risque permanent d'agression avant, pendant et après leur trajet. C'est un vrai parcours du combattant. Mais je vais vous parler de l'expérience du tramway. Le premier tramway de Casablanca a été mis en service en 2012. Juste avant, il y a eu le tramway de Rabat. Après ça, on a construit d'autres lignes de tramway à Casablanca. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais vous faire un truc d'ingénieur. Donc, les femmes sont immobiles, elles se déplacent beaucoup à pied, leurs déplacements sont beaucoup moins motorisés que les hommes, mais surprise, elles constituent 50% des voyageurs, des usagers du tramway. C'est une surprise, parce que toute chose égale par ailleurs, elles devraient être beaucoup moins représentées dans les tramways que les hommes, parce qu'elles travaillent moins, parce qu'elles marchent plus, etc. Et sincèrement, ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Alors pourquoi? Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est quand même fort. C'est une réalité. On parle d'expérience réussie, donc ça, c'est une expérience grandeur nature. En fait, c'est très simple. C'est vrai que le tramway, parce qu'on a mené des enquêtes, on a mené des études, on a essayé de comprendre. C'est vrai que c'est un moyen de transport sympa, moderne, climatisé, mais surtout sécurisé. Et je vous assure que même moi, personnellement, je n'en étais pas consciente. Je n'étais pas consciente dans ma bulle d'aller du boulot à la maison en voiture. Je ne réalisais pas à quel point il y a un sujet de sécurité dans les transports urbains pour les femmes. On a même presque l'impression que c'est dépassé, mais alors pas du tout. Alors, pourquoi le tramway est safe? C'est très simple, il y a des caméras. Il y a poste central de commande, nous avons un PCC au siège avec des agents qui surveillent en permanence ce qui se passe à l'intérieur des tramways, dans les stations et même dans les carrefours avoisinants, avec un agent de police en permanent avec nous. Nous avons un accès, donc pour ceux qui connaissent le tramway de Casablanca, il est fermé, c'est-à-dire que pour avoir le billet, passer un tourniquet, c'est ce qu'on appelle un concept de station fermée. Ce n'est pas le cas à Rabat. À Casa, on a opté pour quelque chose de plus costaud. Vous savez pourquoi. Rabat, ce n'est pas Casa. Voilà. Donc, quelque part, n'importe qui n'accède pas. Madame Abdou, tout à l'heure, parlait du problème des transports dans les bus. Ça, c'est aussi lié à un sujet de fraude. Ça veut dire que quand vous payez votre ticket pour rentrer, vous n'êtes pas là, vous êtes moins là pour embêter les femmes que pour aller d'un point A à un point B. Nous avons aussi dans les stations de tramway beaucoup de personnel, des agents, des hommes. Nous avons des femmes conductrices de tramway, mais nous n'avons pas des femmes agents de station qui sont là, qui accompagnent, qui rassurent. Donc rien que leur présence, ça rassure les femmes. Donc, il y a un sujet de sécurité dans les transports en commun pour les femmes. Ces femmes-là ont des attentes, elles veulent se sentir en sécurité. D'ailleurs, c'est marrant, quand on les interroge aujourd'hui, elles veulent qu'on leur sécurise le trajet à pied entre la maison et le tramway. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Donc, si on peut parler d'expérience réussie et si on doit en tirer des enseignements, je pense que ce n'est pas compliqué. Ces dames, ces femmes, offrons-leur déjà plus de transports en commun parce qu'on sait que tout n'est pas découvert, qu'on a un sérieux problème d'accessibilité aux transports en commun dans les zones les plus défavorisées et en périphérie. Donc déjà, renforcer le transport en commun et le rendre safe. Et arrêter de raisonner, et ça c'est le problème, je dirais, quelque part des décideurs, de raisonner en automobiliste. C'est pas facile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui galère tous les jours dans les transports, quand on a une voiture et quand on est complètement coupé de ces réalités-là. Donc,
Merci. je clôturerai. Bon, je vais pas. Parce qu'il y aura des questions après. Voilà. Donc, sécurité, transport en commun, accessibilité, autonomisation des femmes à l'économie, ça passe aussi par ça. Merci beaucoup. Merci. On passe très vite à Shadia, arabe, qui a fait un travail monumental. Je suis l'éditeur de Dame de Fraise, Doigts de Fée, les Invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne. C'est un programme de migration circulaire qui a été mis en place basé sur la discrimination positive. Est-ce que ce programme a réellement profité? Est-ce qu'on peut parler d'expérience réussie? Est-ce qu'on peut parler de bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut parler d'une expérience qui a été profitable pour les femmes? Et est-ce que ces femmes ont profité, mais elles ont été intégrées, se sont intégrées au retour? Est-ce qu'il y a un envers à ce décor-là? Alors, merci beaucoup Hicham. D'abord, je voudrais juste remercier aussi une ou deux personnes avant de commencer. D'abord, Hicham, merci beaucoup pour cette invitation. Merci au CCME d'avoir pris en charge mon déplacement, puisque je viens de France, et très heureuse d'être parmi vous pour ces deuxièmes assises du féminisme. Alors, je m'inscris aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, Samira, sur tous ces changements, ces évolutions sociétales, et qu'on retrouve aussi sur un exemple, qui est l'exemple sur lequel j'ai une expérience particulière, puisque je travaille sur ces saisonnières marocaines depuis 2009, qui a une profondeur historique de mon enquête. Et ma dernière enquête remonte à avril 2024, donc c'est-à-dire l'année dernière, dans le cadre d'un projet de recherche. Donc effectivement, ce projet qui s'intitule « Programme de gestion éthique de l'immigration saisonnière » part d'une bonne intention, c'est-à-dire un triple objectif. L'Espagne a besoin d'une main-d'œuvre ponctuelle chaque année pendant 4 mois pour la cueillette des fraises. L'Espagne n'arrive pas à avoir des hommes, des femmes pour travailler dans l'agriculture espagnole. Deuxième objectif, lutter contre l'immigration clandestine. C'est-à-dire, on veut avoir des ouvriers, des ouvrières agricoles, mais on ne veut pas qu'elles restent. On ne veut pas retrouver des clandestins, des clandestines, parce que l'Espagne, à partir des années 90, est devenue un pays d'immigration extrêmement important. Troisième objectif, développer les pays d'origine. Et donc là, le Maroc, ça les intéresse de voir des devises chaque année rentrer, voire des femmes qui deviennent des femmes leaders, des femmes entrepreneuses. Et donc ce projet a été financé par l'Union européenne, a été longtemps montré comme un exemple de réussite, de modèle à suivre. Et d'ailleurs, il y a eu des délégations de l'Union européenne pour venir copier ce modèle de migration circulaire. Et cette migration circulaire, elle s'appuie aussi sur un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire, l'Espagne gagne une économie mondialisée capitaliste qui est une des premières sources de financement de la région de l'Andalousie, puisque la province de Huelva produit chaque année et alimente à 80% le marché européen. Et cela, c'est possible grâce à sa main-d'œuvre étrangère qu'elle exploite chaque année, dont les femmes marocaines. Et c'est gagnant pour le Maroc parce que chaque année, voilà, on a des femmes qui reviennent avec un peu d'argent. Ce système fonctionne également parce qu'il y a une quadruple discrimination. D'abord, on est clairement sur une migration sexuée. On écarte les hommes. On ne veut que des femmes. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que les femmes seraient plus dociles, parce que les femmes seraient plus malléables, parce que les femmes seraient moins contestataires, parce que les femmes seraient plus travailleuses, parce que les femmes seraient plus douces pour cueillir un fruit délicat qui est la fraise. Voilà, tous ces stéréotypes féminins qu'on retrouve autour de cette migration circulaire. Donc première discrimination, discrimination par le sexe. Deuxième discrimination, discrimination par l'âge. C'est-à-dire qu'on veut des femmes qui sont en capacité de travailler. On ne va pas chercher des femmes rurales qui ont 70 ans. On ne va pas chercher des femmes qui ont 18 ans parce qu'elles pourraient rester. Donc on va chercher des femmes qui ont entre 25 et 35 ans. J'y viens. La troisième discrimination, c'est la discrimination par origine. On va chercher des femmes marocaines du milieu rural qui ont eu une expérience agricole. Donc, tout à l'heure, ma collègue Zohor Bouzidi a parlé de ces femmes ouvrières agricoles. Et effectivement, les femmes saisonnières font partie de ce continuum. C'est-à-dire, elles étaient elles-mêmes ouvrières agricoles, travaillant dans l'informel, déjà exploitées au Maroc, où certaines ne travaillaient pas du tout. Et elles se retrouvent donc à travailler dans les champs agricoles en Espagne. Quatrième discrimination, dont on ne parle pas assez,
c'est la question de la classe. Puisqu'on va chercher les femmes les plus pauvres du Maroc, les plus marginales, les plus précaires, les plus vulnérables, celles avec beaucoup d'enfants, celles qui sont séparées, divorcées. Alors, juste, je vais donner quelques chiffres, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Samira. Ces chiffres cachent des réalités sociales et humaines assez importantes, et on ne le rend pas forcément assez compte. Je vous le disais à l'instant, on est sur une migration sexuée qui s'appuie sur un certain nombre de stéréotypes. 80% de ces femmes sont dans des situations de précarité importante, de foyers surpeuplés, beaucoup d'enfants, mais des fois vivant avec des frères et sœurs, les parents, avec moins de 1500 dirhams par mois. Et on est allé chercher aussi ces femmes-là, parce que ces femmes-là avaient besoin d'un revenu pour ensuite pouvoir s'autonomiser d'une certaine manière. J'en viens à la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des réussites? Est-ce qu'il y a des success stories? Est-ce qu'on arrive à surmonter des barrières pour s'autonomiser? Bien sûr que oui, et heureusement. Heureusement. Moi, je voudrais rappeler un certain nombre de programmes qui ont été mis en place, de projets qui ont été portés par des institutions, par des associations. Je vais les rappeler très rapidement. Mais moi, dès 2012, j'ai été interpellée par le CIREM et la Fondation Orient-Occident. Le CIREM, c'est le Centre international de recherche et des études migration, sur un projet qui s'intitulait « La migration circulaire féminine, vecteur de développement ». Donc on est déjà en 2012, on était en train de se dire que ces femmes pouvaient participer au développement de leur pays. Il faut vraiment imaginer que ces femmes, effectivement, comme elles viennent d'une situation extrêmement précaire, déjà si elles arrivent à s'autonomiser elles-mêmes et à faire sortir de la précarité, de la pauvreté leur propre famille, c'est déjà beaucoup. Donc de là à imaginer que ces femmes vont devenir des grands chefs d'entreprise, il faut quand même remettre un petit peu les pieds sur terre. Et donc ça a mis beaucoup de temps avant que les programmes se rendent compte de cette réalité. Ensuite, il y a eu le programme IRTICA avec l'OIM et la NAPEC en 2021 qui s'intitulait « Autonomisation des femmes travailleuses de la migration circulaire au Maroc », qui s'appuyait sur 3 régions, Rabat, Beni Mellel, Khnefra et Kazastat, et donc qui a essayé de renforcer les capacités de ces personnes et d'outiller ces femmes à une formation pour ensuite les rendre plus autonomes. Récemment, il y a eu le programme Wafira. Donc le ministre ce matin ne nous en a pas parlé, mais ça fait partie des projets phares aussi qui a été porté par le ministre de l'Inclusion et qui a permis à 209 femmes de sortir de la précarité et de pouvoir monter des petites entreprises autour du textile, de l'agriculture, du bétail, etc. Et puis un projet que je voudrais aussi citer, c'est celui de la Fédération de la Ligue des droits des femmes, AREOCH, autonomisation et résilience des ouvrières agricoles de la migration circulaire à Huelva, qui a été porté avec les Espagnols et avec des associations, et qui a permis de mettre en place à la fois un plaidoyer et un mémorandum. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'aussi les questions de droits humains, de droits des femmes a été aussi évoquées, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de... Je dois m'arrêter, Hicham, je te vois me regarder. 2 minutes pour l'envers du décor. L'envers du décor en 2 minutes. Je vais essayer d'aller très vite alors. Actuellement, le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure a été remplacé par le PRELSI, le plan de responsabilité éthique de travail social et d'égalité. Les mots ont une importance parce que le terme éthique, il revient à chaque fois. Et en réalité, dans mes travaux, j'ai aussi essayé de porter la question de l'éthique, la question de la justice sociale, la question de ce qu'on appelle aussi la justice raciale, la justice reproductive. Alors, c'est des termes qui peuvent être un peu impressionnants, mais c'est des concepts qui, pour moi, ont du sens. La question de la résistance, aussi intersectionnelle, puisque ce programme, il s'appuie aussi sur des inégalités intersectionnelles dont j'ai cité tout à l'heure un certain nombre d'exemples. 2 ruptures qui montrent l'envers du décor. 2012, arrêt de la migration circulaire, parce qu'on n'avait plus de financement, et donc on est passé de 20 000 femmes en 2009 à 2500 femmes pendant 4 à 5 ans. Et là, tout le programme qui a été financé par l'Union européenne s'est écroulé. Les Marocains qui étaient là pour accompagner ces femmes sur place n'existaient plus, et donc ces femmes ont été laissées à elles-mêmes. Deuxième rupture, 2018. Et là, je pense qu'il faut rendre hommage et rendre compte de ce qui a été fait grâce aux médias, parce que les médias ont eu un rôle important en termes de mise en lumière de ce qui se passait dans les coopératives en Espagne, en mettant en exergue des femmes qui étaient chaque année violées par
des intermédiaires, par des ouvriers agricoles, par leur employeur. Et c'est une réalité, puisque moi qui fais des enquêtes depuis 2009, j'en ai entendu parler depuis le début, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à chiffrer. Et chaque année, depuis 2018, on a des cas d'agression sexuelle en Espagne. Donc l'envers du décor, je vais le résumer en quelques mots, c'est le harcèlement sexuel, c'est l'exploitation au travail, c'est les mobilités internes et internationales qui sont réduites parce que ces coopératives de fraises se trouvent à plusieurs kilomètres des centres urbains. Donc il y a une forme d'enfermement aussi. Certains parlent de points noirs de prison en Espagne. Il y a aussi la migration internationale. Le droit à l'intimité, ces femmes sont séparées de leurs enfants, j'ai oublié de le dire. La principale condition pour recruter ces femmes, c'est d'avoir des enfants en bas âge, bien sûr. Donc le droit à l'intimité, puisqu'elles sont séparées de leurs enfants et séparées de leur mari pour celles qui sont mariées. Le droit à la santé, il faut imaginer que ces femmes, tous les jours, cueillent des fraises qui sont remplies de pesticides. Les droits sociaux, puisque la moindre contestation peut être renvoyée au Maroc. Les droits sociaux, c'est aussi le chômage et la retraite. Et je termine par ça, le droit à un environnement durable pour vivre longtemps dans un environnement qui soit correct. Et la question de l'écologie, elle est aussi très importante, on en parlait ce matin. Et je finirai juste en disant qu'il y a deux éléments qui sont importants, qui ont été mis en place dernièrement. D'abord, une association espagnole qui s'appelle Jornaleras de Lucha, ouvrières en lutte, qui a pris conscience que l'antiracisme, le féminisme et la lutte écologique ne pouvaient pas se faire sans la convergence des luttes. Elles ont pris à bras-le-corps la défense de ces femmes. Et récemment, un syndicat agricole qui a été réalisé, fabriqué, construit par ces femmes, soutenu par un syndicat agricole espagnol et par cette association dont je viens de citer le nom. Je m'arrête là, j'ai été trop longue, je sais. Merci beaucoup pour cette intervention et cette enquête réalisée il y a quelques années et que vous pouvez lire dans ce livre, de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne. On termine avec un témoignage, comme tout à l'heure, et c'est on termine cette table ronde avant de donner la parole aux gens avec un témoignage d'une femme qui nous vient de Bni Mellal, une femme entrepreneuse et qui va nous parler de son expérience, Madame Zohor Allabou. Merci beaucoup. Je suis un peu le modérateur. Hein. Je suis dictateur. السلام عليكم. تسمحوا لي غادي نهضر بالدارجه. كنشكر مدام عائشه، كنشكر كاع الناس اللي نجحوا هذا الحدث. انا غنعاود لكم على واحد التجربه ديال واحد الانفام اللي من القريه. انا بالاصل ديالي من نواحي ديال بني ملال، واحد البلاصه كتسمى ايت علي، يعني من جامعه قطايه. تزوجت انا تقريبا صغيره، يعني ما كملتش حتى الدراسه ديالي. من بعد فاش تزوجت يعني لقيت واحد صعوبات في الحياه ديال، راك عارفه الصعوبات الاقتصاديه في الحياه الزوجيه كتكون متطلبات كثيره ومصاريف كثيره. فكرت اني نخرج نخدم. خدمت في واحد الشركه خاصه، دوزت فيها تقريبا واحد 10 سنين، ولكن عمرني ما كنت مرتاحه فيها. وفكرت اني ندير شي بروجي، درت واحد بروجي ديال واحد سونتر ديستيتيك، وجا تقريبا مع البدايه ديال كورونا تسد ليا داك البروجي. مع كانت البدايه ديال كورونا كاع دوك لي سونتر وداكشي سدوهم، يعني كاع دوك الفلوس اللي كانوا عندي كنت كنوفرهم من ديك الخدمه خسرتهم في داك البروجي. مشى لي كله داك الفلوس اللي جمعت ديك 10 سنين مشات لي في داك تقريبا مع الديبي د كورونا. في ديك لا بيريود بدايه كورونا بديت كنفكر شي بروجي زعما اللي غنديرو زعما ما يكلفني حتى شي حاجه، 0 درهم زعما بهكا. بديت كندخل لي ريزو سوسيو وكنقلب على شي بروجي وهكا، كنقلب كنشيرشي كنسول الناس. ومتى تحت في واحد الجروب اللي قالوا لي راه الناس عندهم مشكل ديال التوصيل، لا ليفريزون. ديك الساعه كانت لا ليفريزون على ليبوك ما كانش يعرفوها الناس كاع، حتى الناس ما كيامنوش شي حاجه سميتها لا ليفريزون، ما كيعرفوش شي حاجه سميتها لا ليفريزون. في ديك الوقيته بحال كتقول لهم دابا الاي ولا شي حاجه جديده. لحت له هكا داك الجروب، لحت لهم ميساج غير بالضحك. خديت هذيك الفكره، قلت غادي نلوح ميساج انا تندير ليفريزون في بني ملال، ما عندي لا موتور لا بيكا لا والو، عندي غير الجبهه. ما نتوكل على الله. تقريبا داز شي 2 جوغ عيطات لي واحد الشركه من الرباط، قبل عفاك كنقلبوا على شي حاجه. اول حاجه فاش عيطات على السيده كتسحبني انا راجل،
قالت لي اختي واش انت بنت ولا راجل؟ قلت لها واش الصوت جاك راجل ولا بنت؟ قالت لي راه انا صراحه اول مره كنتوقع بنت غتجاوبني في لا ليفغيزون. قلت لها لا انا راه كندير ليفغيزون وبديت على هذاك المعلومات اللي جمعت من اليوتيوب وسميتو انا كندير هنا انا كندير هنا. اييه مرحبا بغينا ندير واحد الكونطرا. قلت لها ما عنديش مشكل. وكنمشي كناخذ الكار وكنتعرض للكوموند في بني ملال وكناخذها كنفرقها على الناس. كنعيط لهم غير بالتليفون وكنمشي عندهم برجلي حيت ما عنديش لي مويان ترونسبور. كنمشي برجلي النوبه الاولى نوبه الثانيه ما راش طاكسي. حتى دوك الناس صراحه اللي تلاقيت بهم اول مره حيت كانوا ديزوم يعني رجال اللي كياخذوا دوك لي مونطخ شويه غاليين. كاين اللي كيقول لي واش انت زعما مرا ومره كنشوفوا مرا كتخدم زعما لا ليفغيزون وعلى رجليك واش ماشي بزاف عليك. قلت لهم البدايه ضروري هكا خصني نصبر باش ما يمكنش زعما واحد نوصل دغيا وقلت لها راه هكا غنخدم مره نشط طاكسي مره ليفري برجلي كل مره واشنو. دازت واحد كانطون ناخذ بيكالا بديت كنليفري بالبيكالا. واحد الكليان ديالي كان تقريبا هاوي لهذوك السوايع كان ديما كيكوموندي كل ان مو كيكوموندي. نهار التالي باش ليفري لقى بيكالا يقول لي انت بديتي كتطور يا دازت واحد تقريبا 2 موا خديت موطور بديت كنسوق موطو هادو ديال الشينوا اللي دابا. نهار شافني جيت عنده بالكاس قال لي واش انت قلت لي يا انا قال لي راكي غاده وداك السيد تبارك الله باقي كنعقل عليه حيت كان واحد السيد اللي باقي بين عيني حيت اول نهار غنليفريه اول نهار يعطيني بورفوار مزيان وتعامل معايا معامله مزيانه هو اللي خلاني نزيد لقدام. يعني من هذا المنبر انا كنقول زعما النساء اللي بغات دير شي بروجي تامن براسها وما زعما ما يجوهاش واحد زعما الناس هكا يعيبوا عليها ولا حيت انا نهار ركبت على الموطور عيبوا عليا الناس الجيران ديالي وداك الشيء كيقولوا لي وانت راكبه على الموطور ووليداتك في الدار وراجلك اش غيقولوا فيه كل واش شنو كيقول. كنقول لهم شوف انا ما حد راجلي مخليني انا كنامن براسي انا ما كيهمنيش الناس شنو كيقولوا فيا. انا كندير شي حاجه اللي مرتاحه فيها والحمد لله ما كنديرش شي حاجه اللي عيب. وكنمشي بنمسي الرجال فاش كنمشي عندهم كيبقى يقول لي واش هذا الراجل اللي مخليك راكب على الموطور ماشي راجل. كنقول لهم لا ماشي مساله ماشي راجل مآمن بيا انا مرا وكيثيق فيا. ولا ولات السميه ديالي كدور في عند الناس ديال اللوجيستيك وعند الناس ديال لا ليفغيزون. وانا من هذا زعما هذا المنبر انا جيت نلقي واحد الكلمه زعما اللي نشجع فيها جميع النساء. انا هذه الهضره اللي كنقول هنا كنقولها لاي مرا تلاقيت معاها في هذا الدومين. كنقول لها شوفي خدمي على راسك واخا تكوني ربة بيت واخا تكوني من الدار ما تخليش شي حاجه تعرقل لك زعما النجاح ديالك. ما حدك عندك واحد الفكره وعندك واحد الحاجه طمحي وحققي. ما تخليش تكون عندك ما تخليش شي حد يتحكم لك في حياتك واخا يكون ما مسيش الزوج. مع احتراماتي للرجال انا الراجل ديالي صراحه عمره ما وقف في الطريق ديالي ولكن كاين بعض الرجال كيوقفوا لعيالاتهم في طريق النجاح ديالهم. وانا كنقول لجميع الرجال زعما ما توقفوش في طريق النجاح ديال العيالات ديالكم دفعوهم. راه اي امراه نجحات راه وراها راجل واي راجل نجح راه وراه امراه. شكرا زهور شكرا جزيلا على هذا التيمونياج. عندي كلمه وحده زيدي كملي. انا نوجه واحد الرساله لجميع النساء سيرتو النساء القرويات اللي هما في الجبال. من كنتواصلوا معاهم زعما بارفوا غير بالتليفون. الناس اللي في لي ريجيون ديال اغباله خنيفره ازيلال دوك الناس اللي مضهوضين تما اللي كنتو كتهضروا قبيلات على العنف دوك الناس تما راه معنفين. انا كنتواصل بارفوا مع العيالات كتقول لك راه الزوج ديالي ما يخلينيش نخرج ناخذ لا كوموند مع الليفرور. عافاك شوفي لي شي حل ولا كنوليو حنا كنقلبوا على شي مول محل كتعرفوا راجلها ولا باش نوصلوا لا كوموند. انا ما كرهتش زعما تكون شي حاجه اللي يكون فيها شي وعي او توعيه لهذوك الناس باش توصلهم هذه الفكره اللي حنا دابا درنا عليها هنا وتجمعنا عليها اليوم توصل دوك الرجال باش يوعاو شويه. حيت المراه راه ماشي مجرد خدامه في الدار ولا كتصبن وتغسل سيتو. المراه راه ممكن انك الا زعما عطيتيها فرصه تقدر هي تعيشك بخير انت تولي اصلا انت مرتاح. يعني انت راسك غتولي مرتاح انت تعاونك في المدخول ديالك اليومي وتعاونك على برا في الزمان يعني في كل شيء. ماشي صافي المراه الدار لا ما تخرجيش لا ما نعطيكش الفلوس لا ما نديرش هذيك يعني كتبقى المراه ديما مسكينه مضطهده. انا زعما الكلمه اللي غنقول للنساء كلهم امنوا براسكم خدموا على راسكم نجحوا حققوا الاهداف ديالكم ما تخليوش واحد يحرقها لكم. شكرا جزيلا زهور شكرا على هذه الكلمات. شكرا على لي كونسين على لي زاد. شكرا على لو باركور كي اكسيبسيونيل. تبارك الله عليك وتبارك الله على كاع النساء هادو اللي عندهم هذا لو باركور. شكرا بزاف. عندنا يمكن شي شويه ديال الوقت تنظن باش ناخذوا بعض الاسئله. quelques questions nous avons un panel exceptionnel questions exceptionnelles. غادي نتكلم باللغه العربيه. شكرا ليلى مجدولي. السؤال ديالي موجه للسيده تراموي. هضرتي لنا غير على التراموي في الدار البيضاء ولكن الدار البيضاء فيها الطوبيسات
فيها الكيران، فيها القطارات وما أدراك من القطارات. كيفاش المغرب كيتحول مغرب القطار السريع لو تي جي في ديال البراق، وحدا البراق كنلقاو قطارات ما بقاوش مستعملين في الدول الاخرى، وحنا كنركبوا فيهم وربما كيوقفوا بنا في الطريق. كيفاش هاد يعني التحولات الاجتماعيه ما مواكباش العصر ديالنا من ناحيه النقل، من غير لانسيكوريتي لا في القطار ولا في الاماكن العموميه ديال لي ترونسبور ديال الطوبيسات وما الى ذلك. شكرا جزيلا. نستناو يمكن اسئله اخرى. d'autres questions. C'est dans le même sens une question, si vous voulez. Parce que ce que vous venez de dire, madame, est excellent, parce qu'on est dans le schéma encore du Maroc utile et du Maroc inutile. Parce que les régions désenclavées n'ont pas encore des moyens d'accès à la mobilité. L'Orta a parlé de Jbel. Il faut voir effectivement certaines régions, et c'est pour cela qu'il y a eu des responsables politiques. J'aurais souhaité que certains d'entre eux restent avec nous jusqu'à la fin pour entendre donc des voix de ce tiers secteur dont on parle, comme si c'était un tiers-État. Donc je voudrais juste dire que allez voir les PCD, les programmes de développement locaux, communaux, les programmes de développement régionaux. Vous trouverez toujours la question du genre à la fin, comme si c'était un résidu, comme si c'était résidentiel. Et c'est de ça qu'on doit parler, monsieur. C'est Hicham, parce qu'il y a des questions. La chance de se réunir dans des forums comme ça, c'est d'interpeller les politiques, de leur dire, les diagnostics sont connus, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Par quel mécanisme où vous voulez aller réellement? Quand on parle de l'avenir, quand on parle de devenir d'une nation, c'est pas seulement connaître le présent, mais voir quelles sont les articulations entre le présent et les perspectives d'avenir. Alors quand on parle des succès effectivement du tramway, c'est une chose à saluer. Mais on voudrait des tramways partout, on voudrait des TGV ou des LGV, pardon, des lignes partout, et on voudrait que les responsables, je remercie Aïcha d'avoir joint territoire et autonomisation, parce que si on n'est pas dans une territorialisation de nos politiques communales, régionales, nationales, on n'avancera pas. Merci beaucoup. Les questions, désolé. On a une question ici, oui. Merci, mesdames, pour toute cette présentation très magnifique. Merci, Lalla Zho, pour votre témoignage. C'était surtout بالقلب. Moi, ça me ramène ce débat à un concept qui est très important et qui est malheureusement pas trop exploité au Maroc, c'est le concept de la santé au travail. Je me présente tout d'abord, je suis médecin manager hospitalier. J'ai eu l'occasion de travailler pendant de longues années dans le milieu rural, en santé publique, avant d'intégrer l'administration en tant que spécialiste en santé publique. Et je vois très bien que pour une femme, il ne suffit pas uniquement de travailler. Il faut que je travaille dans un lieu sain, dans un environnement sain et surtout sécurisé, comme vient de dire madame, pour plusieurs raisons. D'abord, question de santé, parce que l'OMS parle actuellement de plus de 280 millions de déprimés dans le monde. Donc, au moins un de ces 280 millions ont fait un épisode de dépression dans leur vie entière. Paradoxalement, c'est 6 femmes contre 4 hommes. Alors, paradoxalement, si les enfants ont des pathologies un peu graves, fatales, comme l'accident vasculaire, comme la maladie cardiovasculaire, le cancer de la prostate, la femme déprime plus. Donc, on meurt de l'intérieur de nous. Deuxièmement, sur un plan managérial économique, puisqu'on parle d'autonomisation de la femme, et c'est avéré que la cause la plus fréquente d'absentéisme, c'est l'insécurité au travail. Je déprime quand je suis harcelée au travail et donc je fuis le lieu du travail.
Donc ce concept de santé au travail, il est important à travailler. Merci. Merci beaucoup. On a une question juste à côté de vous. شكرا. التجربة ديال زهرة هي تجربة جميلة جدا. فعلا حقات ذاتها وقدرت توصل داكشي اللي بغات، ومن السهل اننا نقولوا لاي امراه او اي فتاه تشبتي بالمشروع ديالك، كملي فيه الى غير ذلك. لكن هي محظوظه حيث كان عندها زوج لانه قبل العمل ديالها. ولكن هل كل النساء عندهم هذا الازواج من هذا النوع؟ هل كل النساء عندهم الاباء من هذا النوع؟ هل كل النساء عندهم الاخوان من هذا النوع؟ ابدا. اغلبيه ديال النساء عندهم العرقله من الزوج ومن الاخ ومن الاب. انا نعطيك تجربه. انا اشتغلت مع الاتحاد الاوروبي في مشروع ديال النساء العاملات في الفواكه الحمراء في منطقه الغرب شرارده ملي كان التقسيم القديم لمده 3 سنوات. كنا كنخرجوا في قوافل يعني في 6 و7 ديال الصباح. السيده ليلى رحيوي راه عارفه لاسوسياسيون عندها 27 سنه ديال العمل. كنا كنمشيو بغينا نصوبوا لهم غير تاريخ الازدياد والبطاقه الوطنيه، الحاله المدنيه، عقد الزواج. شكون اللي كان تيوقف لنا؟ تيوقف لنا الزوج، تيوقف لنا الاب، تيوقف لنا الاخ، باش هاد النساء يتحرموا من هاد الاوراق اللي كتمثل الهويه ديالهم. اذا انا اضع سؤال عريض وكنتمنى اننا نجاوبوا عليه كاملين، هو كيف لهؤلاء النساء ان يتشبثن بمشاريعهن ويستمرن فيه مادام كاينه العرقله الرجال. وهنا كنوجه الخطاب للجهات المسؤوله الرسميه انها اولا تعمل على منع الهدر المدرسي بالنسبه للفتيات في القرى والبوادي، لان كل ما كانت المراه متعلمه كتقدر تشبت بالمشروع، كل ما كانت المراه ما قراتش ما وصلتش راه ما يمكنلاش دير هذا الشيء. اذا كيبقى السؤال عالق وكنتمنى اننا نجاوبوا عليه جميعا. شكرا. très 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 pertinente. Je crois qu'il y a madame Drissi ouais. Merci mesdames pour ce partage d'intervention vraiment très, très intéressante. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'étude sur les moyens de transport. Je trouve vraiment, avec les chiffres que vous avez donnés, c'est très intéressant. Ma question est, pourquoi, par exemple, au niveau de Casa, il y a peu de conductrices, je crois que c'est même pas 1%, même pas, et puis il n'y a pas de contrôleurs avec ES. Et à Rabat, on a dépassé ça, il y a il y a aussi des contrôleurs, peu aussi. Je voudrais bien savoir, est-ce que c'est par rapport à la volonté de l'entreprise ou bien il y a d'autres obstacles pour le recrutement des femmes dans ce secteur, et surtout c'est un secteur quand même où il y a la sécurité stable, etc. Merci. Merci beaucoup. On prend 2 autres questions, pas de présentation, 2 questions avant de donner la parole à nos panélistes. Steda? Ok. Merci beaucoup. Je me permets de me lever par respect. Bon, merci beaucoup pour vos présentations. J'ai beaucoup apprécié effectivement aussi l'étude de Madame sur le transport. Et avec plaisir, on apprend qu'au niveau du tramway, il y a plus de sécurité. C'est parfait. Maintenant, on n'a pas que des tramways et partout. Et elles ont raison, ces femmes qui vous disent on aimerait bien être sécurisées même dans les autres trajets. Maintenant, par rapport au bus, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure et je le redis, la discrimination positive qu'on peut appliquer à plusieurs niveaux. Y a-t-il pas possibilité, par exemple, dans ce cadre, Madame a montré la pertinence de cet élément, par exemple, pour protéger encore plus ces femmes par rapport aux bus, créer des bus féminins que pour les femmes. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Pourquoi? Si ça peut protéger, si ça peut sécuriser, c'est une idée. C'est une idée. Bon. Merci. Maintenant, j'ai pas fini. Ok. Maintenant. Soyez bref, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais si on cherche la sécurité, il faut qu'on trouve des moyens. C'est un il point faut de penser vue, à des moyens parce que je ne vois pas comment sécuriser les femmes. Sinon, la coercition, les caméras dans les bus et la coercition. Ça, c'est très important. Juste par rapport à l'école et aux écoles rurales, Madame a raison. Il n'y a pas seulement que les toilettes sont mal entretenues.
il y a des écoles dans les zones périphériques et rurales qui n'ont même pas de clôture. Là encore l'insécurité et encore pas d'eau. C'est pour ça que la question écologique est aussi importante et qu'il faut motiver à, par exemple, creuser des puits, à faire des fontaines et amener l'eau dans les écoles périphériques, mais surtout clôturer. Merci beaucoup. On a une question, une dernière question pour Madame. Oui, moi, ça va être une question très, très courte. C'est par rapport aux questions de sûreté-sécurité, notamment dans le tram, dans les bus. Dernièrement, il a été annoncé à Casa qu'il y allait y avoir des caméras dans les rues. Donc, je voulais savoir par rapport au tram, est-ce qu'ils sont équipés de caméras? Et j'aurais une autre petite question par rapport à Madame. Vous avez dit qu'on a de la difficulté à mesurer la violence économique, ce qui est un fait. La violence, également la violence psychologique, etc. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé les bons indicateurs. Est-ce que vous y travaillez ou est-ce qu'on y travaille en général? Merci beaucoup. Donc, on commence par les réponses pour Madame Boris. La majorité des questions tournaient autour de la question du transport. Donc, vous êtes attendu là-dessus. Je pense que là, c'est mieux. Merci. D'abord, ça marche? D'accord. Alors, d'abord, pourquoi Casa plus de tramways que dans les autres régions? Un tramway, c'est 250 millions de dirhams d'investissement par kilomètre. Donc, quand vous faites 10 km de tramway, vous payez 2 milliards 500 millions de dirhams. C'est extrêmement cher à construire, c'est extrêmement cher à entretenir. Quand je dis que c'est extrêmement cher à entretenir, c'est que les tickets que payent les usagers pour monter dans le tramway ne couvrent pas les coûts d'exploitation. L'investissement, il est payé par l'État à fond perdu. Mais on n'arrive pas à couvrir les frais d'électricité, de maintenance des chauffeurs avec. Donc la commune subventionne. Donc à la fin de l'année, la commune de Casa met un chèque sur la table pour couvrir les frais d'exploitation. Tout ça pour vous dire que ça coûte très cher. Alors, Casa peut-être a eu la part du lion de tout ça. Casa, c'est 50%. Vous m'entendez? Ah oui, là oui. Donc depuis tout à l'heure, vous n'avez rien entendu, je pense. Mais pas suffisamment fort, juste ça. Alors pourquoi Casa? Écoutez, ça coûte cher. Casa, qu'on le veuille ou pas, c'est 50% du PIB. C'est 60% des exports. Non, pardon, 30% du PIB, 50% de l'activité industrielle, 60% des exportations. Donc, clairement, la priorité, on va dire, économique est liée au transport, bien que il y a un tramway à Rabat, il y a beaucoup de projets de bus à haut niveau de service dans plusieurs villes qui sont lancés en ce moment en prévision de la Coupe du Monde 2030. Alors, par rapport à la question des conductrices, il y en a. Nous avons des conductrices femmes dans le tramway. Pour les contrôleurs, à Rabat, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les stations ne sont pas fermées. Ça veut dire que vous rentrez, vous allez acheter ou pas, vous êtes un fraudeur potentiel. Qu'est-ce qu'on fait à Rabat? On contrôle tout. Donc on met beaucoup de contrôle à l'intérieur. À Casa, c'est une autre politique qui avait été choisie. C'est un contrôle a priori. Ça veut dire vous avez un ticket, vous passez les tourniquets, vous n'avez pas, vous passez pas. Par contre, il y a des agents dans les stations. Et il y en a beaucoup. Il y en a, je pense qu'on tourne, on a quelque chose comme 300. Donc c'est un autre système qui est encore plus safe en termes de gestion de fraude. Alors, pour la question du TGV, etc., moi j'ai envie de dire, madame, on fait ce qu'on peut. On a quand même construit 100 km de tramway en 15 ans à Casablanca. On a déjà une ligne de TGV entre Tanger et Khnitra. Il y a un projet entre Khnitra et Marrakech en très très peu de temps.
c'est pas mal du tout. C'est en train de faire son chemin. Pendant ce temps-là, il y a un autre système un peu plus ancien, plus archaïque, qui est là, qui couvre un besoin. Bchouya, ça coûte beaucoup d'argent. L'État investit énormément. Heureusement que nous avons la Coupe du Monde, qui est un vrai déclencheur d'investissement. Et pour finir, par rapport aux caméras et au projet de PC, donc le grand projet que nous gérons aussi d'ailleurs au niveau de Casa Transport, les caméras qu'on aura partout en ville, tout ça va être... Nous avons aussi des caméras dans les tramways, nous avons des caméras dans les stations. Nous sommes capables, quand nous avons un incident, de revenir en arrière et de trouver exactement, de visualiser ce qui s'est passé. Et tout ça est chez nous, dans Casa Transport, c'est-à-dire qu'on visualise pour des besoins d'exploitation, mais la police de Casablanca aussi accède à toutes nos caméras pour des besoins de sécurité dans les bus. Pour finir, il y a aussi, c'est un peu plus en retard par rapport au tramway, c'est vrai, mais c'est en train d'être mis à niveau. Il y a des caméras qui sont installées dans les bus, c'est en train de faire son chemin petit à petit. Merci. Merci beaucoup. Il y a l'impératif de la table ronde suivante. Nous sommes déjà en retard par rapport au programme et donc je suis... Non. C'est simplement l'impératif du temps, rien à voir avec son sexe. En plus, c'est très... Allez, dernier mot. C'est comme ça qu'on arrache les droits. Non, je suis désolée. C'est un panel qui est dédié aux expériences réussies, c'est vrai. Mais il n'y a pas que le transport, il n'y a pas que Casablanca. Et j'aurais souhaité qu'on puisse appuyer sur cette expérience, sa modélisation dans les différentes régions, dans les différentes localités. De nous dire combien, parce qu'on doit sortir avec des recommandations. On n'est pas là que pour, disons, se congratuler sur ce qui a été fait dans une région et pas dans une autre, malheureusement. La deuxième chose que je voudrais dire, la conclusion ou l'objectif final, c'était l'accès à la dignité par le travail pour les femmes. Moi, je peux vous citer un petit exemple. Je parlais tout à l'heure de la mutualisation. Quand on a eu l'association de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, ESPOD, on a fait le premier montage de mutualisation. On a reçu des femmes violentées. Je peux vous citer un certain nombre d'exemples. Rokhia, qui était tout le temps violentée. Tenez cet exemple en tête. Tout le temps violentée par son mari. Elle me disait, après avoir réussi ce qu'elle a réussi et maintenant elle est traiteur, elle me disait, elle me le dit, elle me le répète et je voudrais que vous l'entendiez. Quand je me réveillais le matin, il me réveillait avec recla. Vous savez que ça veut dire recla, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'il lui joignait un coup de pied. Et maintenant que j'ai mon argent, que je suis indépendante, ensemble. C'est pour vous dire, on parle là de l'autonomisation économique. Il y a les grands projets dont parlaient nos amis ce matin, mais on est en train de voir comment réussir à autonomiser ces femmes, qu'elles soient dans les montagnes, qu'elles soient dans les communes périphériques, qu'elles soient dans la ruralité la plus éloignée. Alors, des LGV, on n'en aura pas effectivement d'ici 30 ans. Mais soyons dans des politiques capables d'aller de ces femmes vers la formation, vers le merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une minute chacun pour terminer, comme ça on est démocrate. Je vais en profiter juste pour répondre aux deux questions qui ont été très très rapidement. Le but de mon propos, ce n'était pas de parler des toilettes dans les écoles. Parce que les raisons qui font que les filles décrochent de l'école, ce n'est pas uniquement ça. Il y en a énormément. Le truc qui est important, c'est que lorsque dans notre questionnaire, on pose des questions qui sont précises, on a la réponse et on peut la mesurer. Voilà, donc évidemment, la question de la clôture, elle est essentielle, mais dans les écoles pilotes, il y a aussi un volet clôture des écoles. Donc voilà, la question de tout ce qui est changement en fait, des définitions et reformulation, etc., les réflexions qui peuvent y avoir au HCP, elles restent en interne et elles sont liées à des petits groupes, en fait. Donc, c'est jamais pris véritablement au sérieux pour une raison simple, c'est que les données, c'est encore considéré comme une construction mathématique.
Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas des spécialistes des sciences humaines et sociales qui investissent ces espaces-là, en amont de toute cette production de données, on ne pourra pas avoir de réponse correcte. Alors, moi aussi, très rapidement, en 2 mots. D'abord, moi, je voulais vous remercier, madame, sur la question de la santé, parce que, effectivement, moi, j'ai toujours dit que sur les saisonnières marocaines, c'était une bombe à retardement au niveau sanitaire. On a beaucoup parlé des dépressions des hommes migrants, avec le travail de Tahar Benjeloun sur la plus haute des solitudes. On a beaucoup parlé de la maladie de la silicose, qui est une maladie liée à l'immigration. Mon père aussi a travaillé il a été ouvrier du bâtiment, il a contracté un asthme du fait qu'il travaillait dans la poussière et dans le froid, que nous avons contracté nous-mêmes en tant qu'enfants d'immigrés nés en France, alors que mes frères nés au Maroc ne sont pas asthmatiques. Voilà. C'est la petite anecdote, je referme la parenthèse, mais Welba, le plus haut de taux de cancer au niveau de la peau, les collègues universitaires de Welba travaillent avec des médecins pour voir s'il y a un lien entre les conditions de travail de ces femmes et le taux de cancer de manière générale, hein, pas que sur les femmes, mais sur le travail aussi pétrochimique, parce qu'il y a beaucoup de pollution. Donc pesticides, pollution, travail dans les serres, chaleur, etc. Moi, je dis il faut observer dans le long terme ce qui va pouvoir se passer. Deuxième chose que je voulais dire, et j'arrêterai là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les 2e assises du féminisme. Et dans ces assises du féminisme, on a besoin de femmes féministes, mais on a aussi besoin d'hommes féministes. Et je ne voudrais pas qu'on fasse croire sur cette table et sur cette animation qu'il y a des hommes avec nous qui sont des masculinistes ou des virilistes. En tout cas, Hicham Oudaifa n'en fait pas partie. Moi, je le remercie. C'est un des hommes féministes au Maroc que j'apprécie beaucoup et que je retrouve dans les sphères et dans les luttes et pour les droits des femmes, etc. Merci beaucoup. Sur ce, donc on clôt ce 3e panel pour donner la voix à un 4e panel qui va compléter cette belle journée et ces 2e assises du féminisme. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci infiniment à Hicham Oudaifa, merci à toutes les intervenantes pour ce panel extrêmement riche. Finalement, le fait de parler à ce point-là de transport, c'est quand même assez révélateur. الجلسة الأخيرة قبل ما نديروا الختام، الجلسة الأخيرة رؤية متكاملة. الهدف هو التفكير في شروط التغيير المستدام. في طاولة النقاش الاقتصادي السيد العربي الجعيدي، السيدة أمينة المريني خبيرة في الإعلام والتواصل، وغتكون عندنا شهادة غيقدمها لنا عبد المجيد مدني الشريك المؤسس لجمعية المبادرة كيف ماما كيف بابا. تسيير الصحفي والمحلل المقتدر عبد الله الترابي.